Shalom les Koulam, Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à l'avant-dernier cours de cette saison avant la trêve estivale. Et non, nous n'avons pas terminé évidemment notre historique de la Kabbalah. Bien sûr que non, nous sommes au XVIIIe siècle. Et il y avait un choix qui s'offrait à moi. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on va commencer par ce qu'on va appeler les misnagdim, ou est-ce qu'on va commencer par ce qu'on va appeler les chassidim et rentrer dans l'univers de la chassidoute? Et en fait, je me suis dit que le meilleur moyen pour vous tenir en haleine pendant tout l'été, c'est qu'aujourd'hui, on ne fasse pas la chassidoute et que la semaine prochaine, qui sera le dernier cours, on fera la première partie de la chassidoute et vous devrez attendre tout l'été pour avoir la deuxième partie de la chassidoute. Voilà. Voilà, comme ça, c'est sympathique, vous n'endormirez pas de l'été. Et donc, ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous revenons dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah. La semaine dernière, on avait parlé du Or HaChaim HaKadosh, on avait parlé des rabbanim qu'on entend moins, des rabbanim du Maroc, des rabbanim qui vont faire l'unanimité par leur grandeur. Aujourd'hui, nous allons parler d'une masterpiece. Les amis, je ne sais pas comment présenter le personnage qu'on va évoquer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va évoquer 4 personnages, mais sur les 4, il y en a un qui va évidemment plus nous intéresser que les autres. Les amis, ça ne sera pas le premier qu'on va évoquer. La première personne qu'on va évoquer naît en 1696. En 1696, eh bien, c'est vrai, je dis n'importe quoi, je me suis planté moi-même. Le premier d'entre des gens qu'on va étudier, au contraire, va vivre à la fin du XVIIe siècle. Pourquoi est-ce que je le cite maintenant? Eh bien, parce qu'il est le précurseur de la personne qu'on va évoquer ensuite. C'est pour ça que normalement, on aurait dû en parler il y a 2-3 cours, mais comme il est vraiment l'introducteur de celui qu'on va parler après, alors je l'ai gardé pour maintenant. Nous sommes en 1660, né un homme là-bas en Europe de l'Est. Il ne va pas vivre longtemps. On a l'habitude de ça, on a l'habitude de tous ces maîtres de la Kabbalah qui ne vont pas vivre très longtemps. Lui, en l'occurrence, il va vivre tout simplement 40 ans. Il mourra en 1700, donc au tout début du XVIIIe siècle. Cet homme s'appelle Rabbi Yehuda Achassid. Et là, je vais vous dire tout de suite, on va tout de suite, sortir le, je ne sais pas comment on dit en français, le Otsi et Tapil Me'acheder. On va sortir le gros problématique. Non, Rabbi Yehuda Chassid n'est pas un Shabtai. Non, il n'est pas un des élèves de Shabtai Tzvi. Pourquoi est-ce qu'il y aurait eu un Hava Amina, a priori, de penser qu'il était un élève de Shabtai Tzvi? D'abord, nous sommes dans la période, évidemment. Vous vous rappelez que Shabtai Tzvi, c'est la conversion à l'islam, c'est en 1666. Donc, on est vraiment dans la période. Même si il va naître, il sera très jeune à ce moment-là, les gens ont peur de Shabtai Tzvi. Et lorsque Rabbi Yehuda Chassid commence à parler, eh bien, il n'a qu'un seul mot à la bouche. Ce mot, c'est revenir à Dieu, revenir à Dieu, revenir à Dieu. Et le problème, c'est que revenir à Dieu, c'est une chose, mais jusqu'à maintenant, comment est-ce qu'on revient à Dieu? Comment est-ce qu'on s'occupe de revenir à Dieu? Eh bien, c'est très simple. Jusqu'à maintenant, on étudie la Torah et on fait les mitzvot. Zepashut. C'est comme ça qu'on fait le retour vers Akadosh Baruch Hu. Rabbi Yehuda Chassid vient et dit, l'heure n'est plus seulement au Shabbat, à la Kashrut, mais l'heure est au Mashiach. Vous comprenez bien que lorsqu'on a un rabbin dans la deuxième moitié du XVIIe siècle qui dit l'heure est au Mashiach, évidemment qu'on va dire tout de suite Shabtai Tzvi, Shabtai Tzvi, Shabtai Tzvi. Bien sûr, je comprends les gens qui ont tout de suite taxé Rabbi Yehuda Chassid de Shabtaout. Mais ça fait 300 ans et quelques, et dans la tradition d'Israël, il s'appelle Rabbi Yehuda Chassid. Donc non, il n'est pas Shabtai. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il ne va à aucun moment abandonner la Torah et les mitzvot. Donc, certes, il parle de messianisme, mais en aucun cas, son messianisme, c'est quelque chose qui doit se détacher de la pratique très sérieuse du judaïsme.
Mais ce qui fait peur à tout le monde, c'est que Rabbi Yehuda Chassid se balade dans toutes les communautés de Lituanie et de Pologne, parce qu'il y a aujourd'hui la Lituanie et la Pologne, et dit aux gens qu'il est temps de faire Teshuva. Mais attendez, comment ça Teshuva? Les gens, ils font déjà Shabbat, ils mangent déjà kasher, ils sont religieux. Alors qu'est-ce que ça veut dire Teshuva? Eh bien, pour Rabbi Yehuda Chassid, la Teshuva, c'est très simple, c'est une chose. Le retour en terre d'Israël. Zéo. La Teshuva, c'est le retour en terre d'Israël. Mais attendez, d'où est-ce qu'il a sorti ça, Rabbi Yehuda Chassid? D'où il a appris que la Teshuva, c'était le retour en terre d'Israël? À votre avis, d'où il a sorti ça? Eh bien, puisque les micros sont fermés, je prends mon livre. Oui, mon livre, il est là. Alors, vous ne le voyez pas parce que la caméra est trop intelligente et elle voit que ce n'est pas une tête de Jean. Alors oui, effectivement, je prends mon Tanakh, je prends mon livre de Devarim. Pour être plus exact, je prends ma paracha de Nitzavim. Et dans la paracha de Nitzavim, eh bien, je vais lire dans le chapitre 30, Parashat Ateshuva. Qu'est-ce que c'est que Parashat Ateshuva? C'est ce qu'on lit d'habitude, enfin pas d'habitude, tous les ans, on la lit juste avant Rosh Hashanah. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qui a marqué? Je lis. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשיבות אל לבביך בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוהיך שמה. C'est que lorsque tu vas faire tes shuvah, c'est quoi? C'est והשבota אל לבביך, tu reviendras vers ton cœur, ou parmi tous les goïms où Dieu t'a envoyé en exil. Et donc quoi? ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. Et donc tu reviendras vers Dieu. Alors comment on fait ça? היום אתה ובניך לכל לבבך ולכל נפשך, ושב השם אלוהיך ואת שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוהיך שמה. C'est quoi? Ben lorsque Dieu va te ramener de l'exil. Donc, c'est quoi Veshavta d'Hashem Elohecha? D'après le pshat du verset, c'est tout simplement le retour en terre d'Israël. Nous dit Rabbi Yehuda Chassid, il est temps de faire Teshuvah. C'est quoi Teshuvah? Revenir en terre d'Israël. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit que Rabbi Yehuda Chassid, eh bien, c'est également quelqu'un qui va prôner le messianisme. Beseder Gamour. Puisqu'il a lu dans le Rambam que le Rambam nous a dit dans les 13 articles de foi, où le Rambam nous dit, celui qui ne croit pas en la venue du Mashiach, ce n'est pas seulement dans les prophètes qu'il ne croit pas, mais il remet en cause également la Torah et Moshe Rabbeinu. Shene'emar, comme il est écrit, Moshe va citer les versets de Parashat Nitzavim que l'on vient de lire pour parler de l'avènement messianique. En d'autres termes, le Rambam nous dit Mashiach, le retour en Israël, Otodavar. Ainsi donc, Rabbi Yehuda Chassid nous dit il est temps de faire Teshuvah et donc de revenir en Eretz Israël. Rabbi Yehuda Chassid nous dit la Teshuvah, le Mashiach, Otodavar, c'est le retour en terre d'Israël. Vous allez me dire bah, c'est pas de la Kabbalah, c'est marqué directement dans la Torah. Nous, rappelez-vous qu'est-ce que c'est la Kabbalah? Sinon, le véritable commentaire de la Torah. Et Rabbi Yehuda Chassid va rassembler autour de lui 3000 personnes. C'est absolument énorme. 3000 personnes, pas qui vont former une communauté. Non, non, non. Des gens qui vont marcher avec lui et partir en Eretz Israël. Et c'est en 1697, c'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, qu'il va commencer à partir. Et il part, et il va sillonner les routes. Finalement, ne vont pas arriver avec lui en Eretz Israël 3000 personnes. Ne vont arriver que 1500 personnes. Parce qu'une partie, malheureusement, va mourir en chemin, et une partie va décider de rester dans les différentes communautés où ils font étape, parce qu'ils n'ont pas le courage de continuer. Mais finalement, c'est 1500 personnes qui arrivent en 1700 à Jérusalem. Maintenant, juste pour que vous ayez un ordre de grandeur, en 1700 à Jérusalem, il n'y a que 1200 juifs.
C'est-à-dire qu'en un coup, il fait doubler la population juive à Jérusalem. C'est énorme, énorme. Et directement, il va emprunter de l'argent aux musulmans. Il va emprunter de l'argent à l'Empire ottoman. Pourquoi? Pour construire une synagogue. Cette synagogue devra être le symbole de la résurrection du peuple juif à Jérusalem. Et donc cette synagogue est construite en bois. Elle est construite et après la fin de la construction de la synagogue, il y a une grande inauguration de la Beth Knesset, Simcha Atsuma. Et 3 jours après l'inauguration de la synagogue, je ne peux pas vous dire pourquoi, Rabbi Yehuda Chassid meurt. Aucun signe avant-coureur, il n'était pas malade ou quoi que ce soit, il meurt. La communauté est complètement dévastée. Il n'était pas seulement le Rav, mais il était évidemment le manig, le dirigeant de toute cette communauté. Il n'arrive plus à s'organiser et surtout, il n'arrive plus à rembourser. Et comme il n'arrive plus à rembourser Rabotai, chez les musulmans, c'est pas compliqué, tu ne payes pas, on te coupe la main. Bon, là, on ne te coupe pas la main, on te coupe la synagogue. Et les Arabes vont venir et vont brûler et détruire la synagogue. Zéou. À partir de ce moment-là, cette synagogue qui était la plus grande construite dans la vieille ville de Jérusalem va porter un nom tristement célèbre. À partir de là, la synagogue va s'appeler Bet HaKnesset HaChurva, la ruine de Rabbi Yehuda HaChassid. Churvat Rabbi Yehuda HaChassid. Mais attendez, la synagogue de la Churva, mais je la connais. Elle est reconstruite, elle est belle, elle est magnifique, elle est à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, les amis, c'est ce qui va commencer à nous amener sur notre deuxième grand personnage de ce matin, un personnage, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Pourquoi je dis que Rabbi Yehuda Chassid est son précurseur? Eh bien, tout simplement parce que le dernier message de sa vie sera d'envoyer ses élèves en Eretz Israël. On en reparlera. Je suis Makdim et Ameuchar. Je spoil. Mais le dernier message de sa vie sera d'envoyer ses élèves en Eretz Israël avec pour mission de reconstruire la synagogue de Rabbi Yehuda Chassid. Les amis, je parle d'un homme, je ne sais pas comment vous présenter le bonhomme. Bémet, je vous parle d'un homme qui fait l'unanimité partout, partout de chez partout, que tellement il fait l'unanimité, qu'il est le seul qu'on va continuer à appeler avec le même titre qu'on appelait les maîtres du Talmud et des Yeshivot HaGeonim. Sur sa tombe, on l'appellera Rabbeinu Hai Gaon Rabbi Eliyahu Kremer. HaGaon Mivilna. Et voilà, c'est lui la masterpiece à 9h19 qu'on va commencer à évoquer ce matin. HaGaon, oui, on l'appelle Gaon, pas parce qu'il est intelligent. HaGaon, parce qu'on le fait référence, il est tellement une référence qu'on pense qu'il est autant que les Géonim des Yeshivot de Babylone. HaGaon Rabbi Eliyahu Kremer. HaGaon Mivilna, le Gaon de Vilna, il était tout. Et c'est peut-être ça aussi qui lui donne une place si incroyable. Il était le Gaon dans la Halacha, il était le Gaon dans le Talmud, il était le Gaon dans le Pshat, il était le Gaon dans la Kabbalah, il était le Gaon dans le Moussar. Il va être le Gaon de Vilna, comprenez bien. Il est considéré par les maîtres de la Kabbalah comme étant au même niveau que le Hari, à tel point qu'il se permet de l'achlok à la Hari. Au niveau du Moussar, Rabbi Israël Salanter se revendique de lui, enfin, de son maître, Rabbi Zayd el-Salanter, qui lui-même se revendiquait du Gaon. Dans la Tnuata Halacha, Baruch, que tout le monde se revendique du Gaon de Vilna, Biuré à Talmud, Gaon de Vilna, à tel point
que lorsqu'il y a une compréhension du Talmud qui n'est pas claire, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va voir la Girsat Agra. Et si c'est plus clair, eh bien, on décide de changer la version du Talmud qu'on a avec celle du Gra, du Gaon de Vilna. Genre pour dire, non, mais la version du Gaon, elle est forcément mieux. Vous comprenez? On parle de quelqu'un qui va être connu et reconnu dans tous les domaines du judaïsme. Et c'est terriblement particulier parce que ce n'est pas du tout quelqu'un qui était une personnalité publique. Le Gaon de Vilna n'est pas le Vrav de la ville de Vilna. Ce n'est pas lui qui est là pour sortir au devant d'eux. Gaon vivait une vie de prichout. Il vivait une vie, pas de reclus complètement, mais très isolé. Et on peut dire que le Gaon de Vilna n'est pas sorti de sa chambre. Il a étudié la Torah et cette étude de la Torah lui a permis d'avoir un mot à dire sur tous les sujets, mais ce n'était vraiment pas quelqu'un qui était à l'extérieur. Alors, quelle était l'œuvre, la vie du Gaon de Vilna? D'abord, eh bien, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle du Gaon Rabotai, eh bien, on parle d'un homme qui a décidé que la première chose à faire, et ça, c'est quelque chose qui est terrible parce que on va dire qu'aujourd'hui, une grande partie des gens qui se revendiquent du Gaon font l'inverse de ce qu'il a dit. Parce que le Gaon de Vilna, un de ses grands combats, le Maharal de Prague avait commencé avant lui, mais le Gaon l'a fait de manière encore plus violente, c'est arrête de faire du pile-poule pour le pile-poule. Il faut arrêter cette nouvelle chita où on étudie pour le kiff de se triturer l'esprit et de se poser des questions qui n'ont rien à voir avec la réalité, juste pour faire genre, je suis aimé poule pâle. Le Gaon de Vilna était capable de faire un pile-poule aussi, bien sûr, mais pour lui, le pile-poule doit servir à la compréhension halakha le maaseh de la Sugya. Je traduis parce que c'est plein de mots en hébreu et en araméen. Pour le Gaon de Vilna, la gymnastique intellectuelle de prendre une page de Talmud et de la décortiquer dans tous les sens en posant des questions par-ci, par-ci, par-là, ne doit pas être simplement une gymnastique intellectuelle pour une satisfaction intellectuelle. Ça ne doit être fait que dans le but de comprendre comment il faut procéder au niveau de la loi juive, et c'est tout. Donc si pour comprendre comment il faut faire les choses, tu es obligé d'essayer de mettre deux avis en contradiction, essayer de les expliquer, d'accord. Mais si c'est juste pour le kiff de pile-poulet, je viens d'inventer un mot, je pile-poule, tu pile-poule, eh bien, c'est lotov, c'est assour, c'est pas bien. Faut pas faire ça. Et c'est ce qui va donner au Gaon de Vilna un commentaire d'une profondeur parce que d'une simplicité déconcertante. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna, il va revenir au Mekorot. Il revient à la source. Il revient à l'origine. D'abord, pour le Gaon de Vilna, tu ne peux pas étudier le Talmud si tu n'as pas étudié la Mishnah d'abord. Si tu ne connais pas bien ta Mishnah, ce n'est pas la peine de te lancer dans le Talmud. Et pour le Gaon de Vilna, ce n'est pas la peine de sauter sur Tosfot avant que tu aies compris ce qui est marqué dans la page du Talmud. Tu ne rentres pas dans une nouvelle problématique avant d'avoir compris d'abord la problématique mise en place par les Chachamim. Non, mais Tosfot, forcément, ils ont compris les Chachamim, ils ont compris qu'il y avait un problème, donc ils ont fait non. Tu iras voir Tosfot une fois que tu auras compris la page du Talmud. Et tu verras si Tosfot t'aide ou ne t'aide pas à comprendre. Tu vas étudier la Mishnah avant de te rentrer dans la problématique du Talmud. Parce que si tu ne comprends pas la Mishnah de base, ça ne sert à rien de continuer. Et dans chaque halakha, on va le rattacher à la Torah. Quelle est la source dans la Torah par laquelle j'arrive à la halakha? Et ça, c'est très important. C'est une Torah du Gaon de Vilna qui est complètement Kabbalah. Pourquoi complètement Kabbalah? Parce qu'elle va relier complètement Torah Niglé, Torah Shebealpe. Qu'est-ce qu'il faut faire avec Torah Pshat, Torah Shebirtav, le texte de la névoie de la Torah.
Alors bien sûr que, attention, la Torah orale n'est pas l'explication de la Torah écrite, mais, nous dit le Gaon, si tu veux comprendre quelle est l'unité du Créateur, tu dois comprendre qu'il y a un lien entre qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui a été marqué. D'accord? Donc le Gaon de Vilna, c'est d'abord et avant tout un retour à l'origine. Mais comme on a dit, Zetora Tassod. Il y a une rumeur qui a voulu être propagée sur le Gaon de Vilna, comme quoi il était anti-Kabbalah. Pourquoi cette rumeur-là? On en parlera juste après, parce qu'il s'est fondamentalement opposé à la chassidoute. Donc, eh bien, les premiers chassidim ont poussé le dire, ah ouais, forcément, il s'est opposé parce qu'il était contre la Kabbalah. Bon, mala asot, que c'est des bêtises dans du jus de tomate, pour ne pas dire shtuyot bemitzakvaniot, puisque le Gaon de Vilna a un commentaire extraordinaire, pachout extraordinaire, d'un texte qui s'appelle Sifra Ditzniuta. Sifra Ditzniuta, c'est l'une des parties les plus profondes du Sefer HaZohar. C'est-à-dire, donc quand tu me dis le Gaon de Vilna était contre la Kabbalah, tu n'as qu'à lire 2 secondes le Be'or HaGra, Sifra Ditzniuta, tu es calmé. Tu es calmé pour quelques générations. Et donc effectivement, Agaon, c'est le maître de toute la Kabbalah, il n'y a aucun problème. Et je te dis, certes, il attendra d'avoir 40 ans, mais lorsqu'il aura 40 ans, eh bien, il se sentira légitime de l'achlok à la Hari, s'il y a des choses sur lesquelles il est censé l'achlok à la Hari. Il se sent légitime de dire tout ce qu'on a reçu du Harizal n'est pas forcément, je ne suis pas forcément d'accord. Ok? Dans sa Torah, le Gaon de Vilna met en avant une réalité de connexion avec, on a dit, les sources, avec la Torah, mais évidemment avec la halakha. Et c'est pour ça qu'il va rentrer dans une guerre, et je parle de guerre, hein, vraiment, hein, une guerre terrible avec le monde de la chassidoute. Le Gaon de Vilna s'oppose fondamentalement à la chassidoute. Il y a le fameux cherem. Oui, le Gaon de Vilna va signer un cherem contre tous les chassidim. Cherem, c'est pas rien. Hein. Cherem, c'est, il y a 9 juifs qui rentrent dans une synagogue et il y a le Admour Hazaken qui rentre, il n'y a pas minyan. C'est ça que ça veut dire un cherem. C'est-à-dire que pour le Gaon, les chassidim, et particulièrement le rabbin, sont exclus du peuple juif. Il appelle la chassidoute minute. Minute. C'est pas évident. D'où ça vient? Le Gaon de Vilna, excommunion. Ouais, alors je ne sais jamais si on dit excommunion ou excommunication. Voilà, je lance l'appel au Rav Google, s'il peut nous aider. Est-ce qu'on dit excommunion ou excommunication, ou les deux, ou aucun des deux? Je vous laisse libre de vérifier. En tout cas, c'est pas rien. Mais d'où ça vient? Alors évidemment que si on fait un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'être un grand chercheur, d'être un grand professeur d'université, pour comprendre que là, pour le coup, l'influence de la Shabtaout, c'est une évidence. C'est pourquoi le Gaon, il est terriblement opposé à la Chassidoute, parce que tout le monde pense que les Chassidim, c'est des Shabtaïm plus plus. Mais oui, mais en même temps, il y a de quoi penser ça. Pourquoi il y a de quoi penser ça? N'oubliez pas une chose, à l'époque du Gaon de Vilna, aucun des livres de la Chassidoute n'a déjà été imprimé. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna n'a jamais rencontré le Baal Shem Tov, il n'a jamais rencontré le Maggid de Mezrich, et bien que le Admour Hazaken ait voulu le rencontrer, le fondateur de la Chassidoute Chabad, le Gaon a refusé de le rencontrer, donc il ne l'a jamais rencontré. Donc le Gaon de Vilna, il n'a jamais lu le Tanya. S'il avait lu le Tanya, il aurait compris tout de suite que c'est Kacher la Mahadrine. Mais il n'a jamais lu le Tanya. Donc d'abord, comprenons bien qu'il n'y a pas d'écrit à ce moment-là.
D'accord? Donc, les seules choses qu'on sait de la chassidoute, c'est le bouche à oreille que disent certains chassidim. Et les chassidim de première génération, donc pas les rabbins, hein, je ne parle pas des rabbanim chassidim, les chassidim, le peuple qui suit les rabbanim chassidim, ben, les amis, on ne va pas se mentir, c'est des mecs qui connaissent rien à la halakha, c'est des mecs qui connaissent rien à la Torah. Pour la majorité d'entre eux, ils sont complètement analphabètes, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Il y a même une théorie, alors je ne suis pas du tout d'accord, hein, évidemment, mais il y a même une théorie qu'on va retrouver dans certaines recherches académiques, comme quoi Rabbi Israël de Rougine, le grand fondateur de la cour de Rougine, de la Chassidoute Rougine, un élève du Maguid de Mezrich, était analphabète, ne savait pas lire et pas écrire. Je ne suis pas d'accord, évidemment, mais c'est pour vous dire à quel point, quand on est au tout début de l'ère de la Chassidoute, les mecs qui propagent des idées chassidiques à l'extérieur, c'est-à-dire les chassidim qui se baladent et qui arrivent donc dans des communautés de mitnagdim, ben, ils donnent l'impression que c'est des fous. Les mecs, ils crient quand ils font la tfila, ils sautent, ils tapent des mains. Maintenant, je rigole pas. Les premiers chassidim, il y en a qui se mettent sur la tête avant de faire la tfila. Non, mais ils se mettent sur la tête. Ils font un midatroche à la Ben Gurion avant de commencer la tfila. Lama, parce que la chassidoute nous enseigne, chez Amatara, le fils Sefer HaZohar, le but c'est que Tartonim you lemala, ve'elyonim lemata. Comme il faut que le monde d'en haut il vienne en bas et que le monde d'en bas il s'élève en haut, alors on se met sur la tête. Je vous rassure, aujourd'hui ils font plus ça. D'accord? Mais tu t'imagines, toi tu es un élève du Gaon de Vilna qui enseigne la halakha, la Torah, la Mishnah avant le Talmud, il faut bien connaître toutes les sources, les références, tout tac, 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 tac. T'as un mec qui arrive dans ta synagogue, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne connaît rien, il t'a dit le Rebbe, il a dit il faut se mettre sur la tête. Ah, c'est caché. C'est caché, merde. Maintenant, mieux que ça. L'un des grands enseignements de la chassidoute, et ça, quand on va parler la semaine prochaine de la chassidoute, on dira l'inverse. Mais l'un des grands enseignements de la chassidoute, c'est de dire que la kedusha, tu la trouves plus seulement au Beth Midrash, mais également Batteva. Nous, aujourd'hui, on sait à quel point c'est Emet, Veyatziv, Venachon, Vekayam. Mais à l'époque, quand les gens ils te disent c'est pas la peine d'aller au Beth Midrash pour étudier la Torah, parce que le dévoilement de Dieu, tu le trouves dans la nature, devant les fleurs. Mais évidemment que le Gaon, il va dire, mais c'est des fous. Zéminout, c'est Shabtai Tzvi, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas juif. Hop là. Elle est bien cette caméra quand même, quand je bouge, elle bouge. C'est fou. Ah, la technologie, je te jure. En tout cas, le Gaon de Vilna, il va donc prendre le taureau par les cornes et Béhémet rentrer dans ce poulmous, rentrer dans cette guerre contre les chassidim. On verra comment ça va se finir, cette histoire. Mais pour l'instant, c'est vraiment une guerre mondiale. Quel est le rapport du Gaon avec la philosophie, avec le Chol? Eh bien, pour le Gaon de Vilna, les choses sont très simples. Toutes les chokhmot, toutes les sagesses qui ne sont pas Torah doivent être des aides pour la Torah. C'est tout simple. Le Gaon de Vilna n'est pas mathématicien, mais il doit avoir des bases de mathématiques s'il veut pouvoir calculer Kiddush HaChodesh. Tu ne peux pas calculer la nouvelle lune, quand est-ce qu'elle va apparaître, si tu n'as pas des bases de mathématiques. Donc, tu dois étudier les bases de mathématiques. Alors, comment le Rechem a-t-il été levé? Alors, le Rechem n'a pas été levé car le Rechem, c'est un utérus. Donc, l'utérus n'a pas été levé. Vous faites certainement allusion au Cherem. C'est d'abord Che et ensuite Re, et non pas Rechem. Comment le Cherem a-t-il été levé? On va y venir. Ça se passe une génération plus tard. D'accord? Mais on va y venir. Bekitsour, le Gaon de Vilna, par rapport à tout ce qui est l'enseignement on va dire des sciences Chol,
pour lui, sont nécessaires pour comprendre tout ce qui est nécessaire pour comprendre la Torah. Tu dois l'étudier. Pas shoot. Tu ne dois pas étudier les maths pour être mathématicien, mais tu dois étudier les maths pour savoir comment être mechachev chez Tarshel Souka. Quand les Chachamim dans la Talmud, ils vont nous dire que ça, ils ont appris de ça, et il y a des trucs physiques, des trucs astronomiques, des trucs biologiques. Très bien, bon, si tu dois apprendre ça pour aider à comprendre la halakha, alors tu l'apprends. Ce qui veut dire que pour le Gaon de Vilna, il n'y a pas de sujet qui est tabou. Il n'y a pas, on n'étudie que le Kodesh et le Chol, on n'étudie pas. Non, le Chol, c'est makom shakodesh tal. Le mot Chol ne veut pas dire profane. Le mot Chol vient du verbe lachoul, qui veut dire résider. Quand tu dis Rosh Chodesh Tammuz, Chal Beyom Chamishi, ça veut dire que Rosh Chodesh Tammuz, la Kedusha de Rosh Chodesh, réside ce jeudi. En d'autres termes, le Chol, c'est l'endroit où le Kodesh peut résider. Donc pour le Gaon de Vilna, toutes les matières Chol, si elles peuvent aider à mieux comprendre la Torah, eh ben c'est obligatoire. Mais lorsqu'on va parler du Gaon de Vilna, Rabotai, il y a un sujet qu'on est obligé de parler. C'est la dimension de la Géoula dans sa Torah. Eh oui, dimension de Géoula dans la Torah. La Torah du Gaon de Vilna, on a dit, est complètement tournée vers l'enseignement de la Kabbalah, c'est-à-dire revenir aux sources. Eh bien, nous dit le Gaon de Vilna, c'est lui qui va nous expliquer que dans la mesure où Elef Shanim Keyom Etmol Ki Ya'avor, que 1000 ans pour nous, c'est comme une journée pour toi, eh bien, il va nous expliquer ce concept que vous connaissez très bien, que chacun des 6000 ans, des 6 millénaires, eh bien, sont correspondants à l'un des jours de la création. Ok, c'est clair? Ça veut dire que le premier jour de la création, c'est des années 0 aux années 1000. Le deuxième jour de la création, c'est de 1000 à 2000. Le troisième jour de la création, de 2000 à 3000. Le quatrième jour de la création, de 3000 à 4000. Le cinquième jour de la création, de 4000 à 5000. Le cinquième jour de la création, de 6000. C'est grave, je dis n'importe quoi. De 4000 à 5000. Et le sixième jour de la création, c'est donc de 5000 à 6000. Jusque-là, tout va bien. Seulement, nous dit le Gaon de Vilna, dans le sixième jour de la création, l'homme a été créé. Et lorsque l'homme est debout, ça s'appelle la Géoula. Omed al raglo, ze a Géoula. D'accord? Vous me suivez? Lorsque l'homme se tient debout, le Gaon dit c'est ça la Géoula. Et il va faire un calcul. Un calcul pour savoir, donc, selon l'enseignement du Sefer HaZohar, toutes les étapes qui nous sont enseignées dans le Midrash et dans le Zohar, évidemment, sur comment Dieu a créé l'homme. Le Midrash nous explique que la première heure, il y a eu ça, la deuxième heure, il y a eu ça, la troisième heure. Lorsqu'il nous dit Shishit Kamal Raglav, lorsque la sixième heure, l'homme se met debout, nous dit le Gaon, c'est la Géoula. Et il fait un calcul pour arriver à quand ça va se passer. Et nous dit le Gaon de Vilna, ça se passe en l'an 5708. Ah oui, je vous rassure, 5708, il ne s'est pas planté, c'est 1948. C'est-à-dire que nous dit le Gaon de Vilna que l'année 1948, c'est à Géoula. Mais le processus de la Géoula a commencé bien avant. Ce qu'on appelle Atralta de Géoula. Et toujours dans cette même explication Al-Piasod de la création de l'homme, eh bien, nous dit le Gaon de Vilna, l'année où commence le processus de la Géoula, c'est Shnat Tav Resh. Enfin, He Tav Resh. C'est-à-dire 5600.
Pour le Gaon de Vilna, Shnat HaTor, c'est le début du processus messianique, du processus de la Géoula. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard. Parmi les élèves qui sont montés en Israël, eh bien, ils ne sont pas trompés dans leur calcul. Est arrivé Shnat HaTor, Shnat Tavresh. Donc, c'est quoi l'année là, c'est 1840. Et en 1840, il y a des élèves qui habitent à Me'acharim, qui sont les élèves du Gaon de Vilna qui sont habitants et qui sont venus en Israël. Ils voient que le Mashiach n'arrive pas cette année-là. Et donc, ils n'ont pas compris que le processus qui commence, ça ne veut pas dire la fin du processus. Et donc, ils ont été tellement perturbés par ça qu'ils se sont convertis au christianisme. Et leur nom a été barré du Pinkas HaChaverim Shel Me'acharim. En tout cas, pas assimilés, ils se sont convertis au christianisme, tout simplement. Mais enfin bon, on avance là trop vite. Le Gaon de Vilna va donc nous expliquer que la Géoula fait partie intégrante de sa génération. Il est là pour préparer au processus messianique, au processus géoulique. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il va envoyer à la fin de sa vie ses 800 élèves en Eretz Israël. Il y a deux grands élèves qui vont continuer la Torah du Gaon de Vilna. L'un va rester, pas à Vilna, mais à Vologine. Il s'appelle Rabbi Chaim de Vologine. Et Rabbi Chaim de Vologine est le grand élève du Gaon qui va en fait retranscrire toutes ces paroles. Rabbi Chaim de Vologine va justement créer la yeshiva de Vologine sous les conseils du Gaon de Vilna. C'est lui qui va créer la mère des yeshivot, ce qu'on appelle la mère des yeshivot, yeshiva de Vologine, où on essaye d'étudier comme ce que le Gaon a voulu. La yeshiva qui va continuer la yeshiva de Vologine, puisque la yeshiva de Vologine, après Reb Chaim de Vologine, ça va être Rabbi Yitzhak de Vologine, son fils qui va prendre la direction de la yeshiva. Après Rabbi Yitzhak de Vologine, ça va être le Natsif de Vologine. Et ensuite, ça va être plus personne, puisque la yeshiva va fermer. La yeshiva va fermer pour plein de raisons. Et celui qui va réouvrir la yeshiva, eh bien, c'est tout simplement le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook, qui va recréer Yeshivat Merkaz Harav sur le plan de Yeshivat Vologine. Ok? Donc, Rabbi Chaim de Vologine, lui, va mettre fin au pulmus, à la guerre avec les Chassidim. Puisque nous sommes 50 ans plus tard, les livres des Chassidim, des Rabbanim Chassidim ont été imprimés. Et donc, Reb Chaim de Vologine a lu le Tanya. Il a lu le Kdushat Levi de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Il a lu le Noam Elimelech de Rabbi Elimelech de Lijansk. Et donc, il a compris que c'était kasher. C'était non seulement kasher, mais méhadrin. Et donc, là où le Admour Hazaken avait essayé de rencontrer le Gaon et le Gaon a refusé, il y a même une légende qui dit que le Admour Hazaken est arrivé devant la porte du Gaon et le Gaon, pour ne pas le rencontrer, a sauté par la fenêtre. Comme ça, même s'il brise la porte, je ne le verrai pas. Une génération plus tard, le Rabbi Chaim de Vologine, le successeur du Gaon, va rencontrer Rabbi Menachem Mendel Schneerson, pas le rabbi que nous on connaît, mais le Tzemach Tzedek, le troisième rabbi de Chabad. Ils vont se rencontrer et c'est ça qui va marquer la fin de la guerre. Alors, ça va prendre du temps évidemment parce que les habitudes ont la vie dure, mais la rencontre entre Rabbi Chaim de Vologine et le Tzemach Tzedek vont marquer le début de la fin de la guerre entre Chassidim et Mitnagdim, où tout le monde va comprendre que Zé Kadosh ve Zé Kadosh. C'est-à-dire, après, quelle est la Kedusha de Torah Chassidut, ça on verra après. Merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, donc il y a Rabbi Chaim de Vologine, et puis il y a de l'autre côté celui qui qui dirige le retour des élèves du Gaon de Vilna en terre d'Israël. Il s'appelle Rabbi Hillel Rivlin. Rabbi Hillel Rivlin, l'ancien président de l'État d'Israël, Reuven Rubi Rivlin, est un des descendants de Rabbi Hillel Rivlin, ou comme on l'appelait Riveles, ou alors Rabbi Hillel Mishklov. Rabbi Hillel Mishklov avec son frère Rabbi Israël Mishklov vont être ceux qui vont diriger le retour du peuple juif en terre d'Israël, enfin le retour des élèves du Gaon en terre d'Israël. Quel va être leur rôle, quelle va être leur mission?
eh bien, leur mission numéro uno, ça va être de revenir à Jérusalem et de reconstruire la synagogue de la Khourva. Vous vous rappelez, on a commencé avec Rabbi Yehuda Chassid et la destruction de la synagogue de la Khourva. Eh bien, la mission que donne le Gaon de Vilna à ses élèves, c'est de ramener la présence juive ashkénaze à Jérusalem et de reconstruire la synagogue de la Khourva. Je parle bien de présence juive ashkénaze à Jérusalem, car depuis que les Ashkenazim, les élèves de Rabbi Yehuda Chassid, n'ont pas pu payer la synagogue, non seulement elle a été brûlée, mais les Ashkenazim n'avaient plus le droit d'habiter à Jérusalem. Il y a eu une période, oui, messieurs, dames, où les Ashkenazim étaient interdits de séjour à Jérusalem. Seuls les Sfaradim, qui avaient 4 synagogues, mais qui étaient en règle, avaient le droit d'habiter à Jérusalem. Lorsque c'est ce qui se passe, eh bien, les élèves du Gaon de Vilna qui arrivent sont évidemment pas séfarades. Mais pour pouvoir habiter à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font l'inverse de ce que font les Sfaradim aujourd'hui. C'est-à-dire que les Sfaradim aujourd'hui s'ashkénazisent, parce que ça fait genre, t'es plus religieux quand t'es habillé en costume que quand t'es habillé en djellaba, que avoir un chapeau borsalino, ça fait plus sérieux que d'avoir une talbouche. Va savoir que étudier les rabbanim ashkenazim, c'est plus in que d'étudier Rabbi Shalom Messas. Va savoir qu'aujourd'hui, lorsque tu as une communauté de juifs marocains, tous marocains, qui émigrent de Paris à Strasbourg et qui créent un Beth Midrash et une synagogue, ils l'appellent Keilat Chafetz Chaim. Alors moi, j'ai rien contre le Chafetz Chaim, mais enfin bon, il y avait d'autres rabbins au Maroc. On n'est pas obligé de prendre un rabbin d'Europe centrale pour prendre le nom de la Keïla. En tout cas, aujourd'hui, on connaît plein de Sfaradim qui s'ashkénazisent. À l'époque, ce sont les élèves du Gaon de Vilna et les Ashkenazim qui veulent vivre à Jérusalem qui se sfaradisent. Ils s'habillent comme des séfarades. Parce que sinon, ils ne peuvent pas se faire passer pour des juifs qui sont permis à Jérusalem. Ils font teshuva. D'ailleurs, tu sais comment ils s'habillent? Ils s'habillent avec ces espèces de grandes redingotes rayées. Tu connais des gens qui ont des redingotes rayées aujourd'hui qui se baladent à Mehacharim? Ils parlent plus en yiddish qu'en arabe. Seulement, rappelle-toi que la redingote rayée, et particulièrement la dorée, la beige comme ça avec des rayures bleues, c'est l'habit traditionnel perse. Les tissus qui étaient utilisés pour fabriquer ces vêtements-là par les Sfaradim, c'était les tissus qui venaient de Perse, d'Iran. Donc, ça serait bien de rappeler aux Ashkenazim qui parlent yiddish et qui sont habillés comme ça qu'en fait, ils s'habillent comme des Sfaradim. Mais enfin bon, le fait est que parmi les rabbins qui accompagnent Rabbi Hillel Mishklov, eh bien, Rav Haralei. Il faudra que tu nous expliques ce que tu veux dire. En tout cas, parmi les rabbins qui accompagnent Rabbi Hillel Mishklov, il y a Rabbi Shlomo Zalman Tzoref. Rabbi Shlomo Zalman Tzoref, qui est celui qui est responsable de la reconstruction de la synagogue de la Khourva. Les amis, Rabbi Hillel Mishklov, il va écrire le livre Kol Hator. Kol Hator, la voix de Tavresh, pour expliquer toute la chita du Gaon de Vilna sur le processus de la Géoula, sur comment les choses doivent évoluer doucement, doucement, sur comment est-ce que, eh bien, on passe une étape et ensuite on en passe une autre pour arriver à Shishit Kam al Raglav. Finalement, eh bien, ils auront eu raison. Ils auront eu raison et ils réussiront à ramener le Tzibour Ashkenaz à Jérusalem, la synagogue de la Khourva sera reconstruite et il y aura un moment d'allégresse absolument incroyable. Mais le jour de l'inauguration de la synagogue n'était pas choisi au hasard. Les Rabbi Hillel Mishklov, les Rabbi Shlomo Zalman Tzoref, tous les gens qui ont reconstruit la synagogue, eh bien, ont attendu le jour qui, d'après le Gaon, devait être le jour qui était le plus propice à la Géoula. Et donc, bien que eux n'aient pas compris, le Gaon avait compris, il leur a demandé d'attendre le jour du 5 Iyar pour faire l'inauguration Michadash de la synagogue. Et vous aurez compris que plus tard, quelques années plus tard, 100 ans plus tard, le 5 Iyar sera le jour de la création de l'État d'Israël. Voilà quelle était la révolution du Gaon de Vilna et de ses élèves, en passant par Rabbi Yehuda Chassid,
une véritable révolution qui va continuer jusqu'aujourd'hui, puisque dans tout le monde juif, on se revendique du Gaon de Vilna, que ce soit pour la Kabbalah, pour la Halacha, pour l'étude de la Gemara, et ainsi de suite. Comment le Gaon a pu faire cette erreur sur la Chassidoute sans lire leur thèse? Ben, comme je te dis, parce qu'il n'y avait pas de quoi lire. Il n'y avait pas de quoi lire. C'est-à-dire le seul truc qu'on avait, c'était les témoignages des Chassidim eux-mêmes. C'est tout. Donc, il faut juger le Gaon de Vilna avec, pas une indulgence, mais avec la réalité du terrain. Il n'avait pas de quoi lire. C'est tout. Et c'est pour ça que lorsque son élève, lui, il a pu lire, ben, il a vu que ce n'était pas aussi terrible que ça. Seider, Tov, c'est parti pour les questions, les amis. Vous pouvez ouvrir vos micros. David. Alors, quelqu'un qui ne fait pas la chassidoute aujourd'hui, ça veut dire quoi ne pas faire la chassidoute? Qu'est-ce qu'ils font en plus? J'allais dire les gens pas chassidim font. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'ils font en plus? Qu'est-ce qui fait un chassid et qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'est pas chassid? Ah bah quelqu'un qui n'étudie pas la chassidoute et qui n'intègre pas l'enseignement de la chassidoute. Seulement, quel est l'enseignement de la chassidoute? On ne sait pas, on n'a pas encore étudié. Ah, ok. Yaakov. Ouais, moi, ma question, c'est, j'avais lu, il me semble, au nom de Rabbi Yitzhak Miberditchev, que c'était un des premiers, et je crois que ça s'est fait après plus tard, le fait qu'ils ont commencé à repousser le Zman Tfila, le temps de Tfila, etc., que c'était plus devenu quelque chose de simple, on va dire, sec et strict de la halakha, qu'il y a un temps, et donc ça, comment on fait? Parce qu'a priori, c'est l'okashur, c'est pas, ça reste un problème, non? Parce que je sais que tu veux que maintenant on règle tous les problèmes technico-halachiques qu'il y a dans le monde de la chassidoute? Non, je dis non, j'entends bien. Si tu veux faire ça, celui qui dit le ça, c'est Rabbi Shneur Zalman de Ladi lorsqu'il écrit le Shulchan Aruch Harav, où il va expliquer pourquoi est-ce qu'il permet de manger avant la tfila, pourquoi est-ce qu'il permet de repousser le zman de la tfila, et il se base sur plein de choses. Maintenant, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord, mais ça revient à des marlocotes dans la halakha. C'est-à-dire, ce ne sera pas la première fois. Okay. C'est quand même un reproche au niveau de la guicha. Ah ben évidemment que lorsque tout d'un coup, on voit des gens qui commencent à faire des trucs que Doré Dorot, on n'a jamais fait, tu comprends que les rabbins, ils disent « Oh, c'est pas de chez nous, ça ». Après, le fait qu'ils vont réussir à trouver des explications pour appuyer leurs agissements, c'est autre chose. Mais au début, ça choque. Évidemment que ça choque. C'est beaucoup. Oui. Peut-être expliquer les différents concepts entre la chassidoute et la midat à chassidoute. Non, on ne peut pas le faire puisqu'on n'a pas encore du tout commencé à étudier la chassidoute et ni sa Torah, donc on ne peut pas encore savoir ce que c'est. Mais une chose est sûre, il n'y a rien à voir entre la midat à chassidoute du Ramchal, par exemple, ou midat à chassidoute de chassidé Ashkenaz du XIIe siècle, qu'on a déjà évoqué, et la chassidoute du Baal Shem Tov. C'est le même mot, mais ça n'a absolument rien à voir. Que se passe-t-il pour les grands qui ont été excommuniés au niveau de la rame? Ben, ils ont été recommuniés. Ah, il y a deux questions avant, de Caroline et de Laure. Oui. Dans le chat. Ah, alors attends. Hop là. Quelle est son idée sur Mashiach? C'est ça? Ben, son idée sur Mashiach, c'est qu'il faut le faire venir. Et donc pour ça, il faut ramener tout le monde en Israël, il faut reconstruire la vie juive à Jérusalem, il faut agir pour, et non pas seulement être théorique. Ensuite, ce n'est pas obligatoire la chassidoute? Non, ce n'est pas obligatoire la chassidoute. Question de Meira. Oui, Meira. Oui, le Rav. D'abord, je voulais dire que c'est les parleurs qu'on les appelle, les rayés là, à Mercharim. C'est ça que tu voulais dire. Ok, d'accord, excuse-moi. Mais c'est parce que je voulais dire, je voulais demander, comme par exemple à Sukkot, ils ne dorment pas dans la soukha, les chassidim. Ils ont, en dehors de la tfila, des heures de tfila qui sont incompréhensibles. Oui. À 11 heures du matin, on prie Shacharit et à 6 heures du soir, on prie, je ne sais pas, parfois Shacharit aussi, mais il y a quand même une limite à la souplesse de la halakha. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont, alors que le rabbi était chassid avant tout le monde, enfin avant l'ère moderne, et il avait bien des raisons. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Si le Gaon est tellement grand, d'abord, s'il n'a pas lu des livres, comment il peut prendre position contre eux? Et non, alors là, je vous arrête tout de suite. Bon, d'abord, pour ce qui est de la chassidoute et de pourquoi ils ne dorment pas dans la soukha, pourquoi... Venez, on n'a pas encore commencé à rentrer dans le monde de la chassidoute. Donc, je ne peux pas répondre aux questions sur la chassidoute pour l'instant, ce n'est pas fair play.
Maintenant, pour ce qui est du Gaon, les rabbins, même ceux qui sont les plus grands et qui ont du roi HaKodesh, ce qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. D'accord? Lorsque le Gaon de Vilna, il y a plein de gens qui se revendiquent Chassidim, qui viennent le voir, ou qui se baladent à Vilna, et qui disent, moi je suis l'élève de Rabbi Atel, et voilà ce qu'il m'a dit de faire, et voilà ce qu'on fait. Et tu as plein de gens qui commencent à faire des choses qui sont, au niveau de la halakha, bizarres, voire problématiques plus. Eh bien, lorsque le Gaon y voit ça, et il dit, et c'est pas un, c'est pas deux, il y en a plein qui viennent et qui commencent à se comporter bizarrement au nom de rabbins, eh ben, il dit, ah ben voilà, très bien, donc ces rabbins-là, c'est ch'touillotte. Maintenant, tu me dis, peut-être que le Gaon, il aurait pu aller rencontrer, discuter, machin. Et là, je dis, nous sommes 60, 70 ans après le drame de Shabtai Tzvi. Il y en a d'autres, des gens qui continuent. Je rappelle que, parce que c'est pas un cours d'histoire uniquement, c'est que l'histoire de la Kabbalah. Mais rappelez-vous, on l'a évoqué quand on a fait le cours sur les faux messies, nous sommes à l'époque de Yaakov Frank. C'est maintenant. Le Gaon, il fait face à Yaakov Frank. Et Yaakov Frank, il se convertit au christianisme pour se faire accepter de tout le monde. Donc les mecs, ils disent, le Gaon, il te dit, ces gens-là, c'est minutes, ils vont finir par se convertir au christianisme. Donc il faut comprendre qu'il y a un contexte. Nachon, s'ils s'étaient rencontrés, les choses auraient été différentes. Ceci étant, le Rav Tzvi Yehuda Kook va nous expliquer que Chesed asa Akadosh Baruch Hu la Chassidut ve'la'am Israël kulo chez Agaon Mivilna kol kach itnaged lahem. C'est un grand bienfait pour la Chassidut et pour le monde entier que le Gaon de Vilna a été tellement virulent contre eux. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a obligé les Chassidim à montrer qu'ils étaient vraiment des Juifs. C'est ce qui a obligé les Rabbanim Chassidim à écrire des textes où ils montrent leurs références. C'est ce qui leur a obligé à se structurer pour justement montrer aux Mitnagdim qu'ils avaient tort. Et c'est ce qui a permis d'avoir une Torah Chassidut réelle. Parce que semble-t-il que si le Gaon de Vilna ne s'était pas opposé à eux et qu'ils aient pu faire tout ce qu'ils veulent, eh ben, ils seraient restés complètement dans les airs et on n'aurait pas pu profiter de cette Torah-là. Donc finalement, c'est très bien. Ok, merci. Arav, il reste 2 minutes. Dernière question de Yochevet. Oui, avec vos cours sont passionnants, vraiment passionnants. La narrative est impressionnante et passionnante. J'ai une question qui est davantage portée sur l'époque dans laquelle a vécu le Gaon et l'époque suivante, et la place d'un problème très réel dans la réflexion actuelle dans le monde de la Chassidut et dans le monde en Israël. Donc, c'est l'époque, à l'époque de Gaon, c'est aussi l'époque à laquelle commence, bien un peu plus tard, mais apparaissent les prémices de ce qu'on appelle l'industrialisation. Donc, c'est le rapport à l'économie. En fait, c'est ça la problématique sur laquelle résonne l'enseignement d'aujourd'hui. Pour moi, une des directions, ces directions-là, le rapport à l'économie et au travail plus précisément. Cette époque de l'industrialisation, elle va transformer l'Europe. Et en bonne partie, la Hascalah et le mouvement des idées qui s'enracinent dans cette aspiration-là va être contemporaine de ce rapport au travail et qui est introduit par l'industrialisation, qui transforme les relations dans la société, la façon dont les sociétés sont construites. Et on voit les influences jusqu'à aujourd'hui, notamment dans ce qu'on appelle aujourd'hui cette notion et cette réflexion sur le développement durable, puisqu'on dit que par l'accumulation de l'action humaine sur l'environnement et l'utilisation démesurée des ressources, on arrive aujourd'hui à des situations qui sont les changements climatiques. Bon, Quelle est la question? La question tourne autour du rapport à l'économie. Le rapport à l'économie dans ce monde de la Géoula. Vous voyez? Très important. C'est très important. C'est très important. La Géoula passe par l'économie et ça, on va déjà le voir avec Yosef Hatzadik, qui est le premier à nous expliquer que la Géoula passe par l'économie. Ça, c'est déjà dans la paracha de Miketz, de Vaïgash,
on peut voir que c'est Yosef Hatzadik qui nous a appris la Géoula par l'économie, mais la révolution industrielle, c'est pas vraiment, c'est après le Gaon de Vilna. Donc, c'est pas encore véritablement à ce moment-là. Ceci étant, vous avez évoqué la Haskala, on terminera par là, qu'il y a beaucoup de maskilim qui se revendiquent aussi du Gaon de Vilna. Justement pour ce qu'on avait dit tout à l'heure, que pour lui, le Chol n'est pas du tout à bannir du judaïsme. Arav Fizo, excusez-moi, je vous coupe, il est 10 heures déjà. Merci beaucoup. Le temps file, mais Chazak Ubaruch. l'économie, je pense que c'est à faire. Bezrat Hashem. Arav Fizo, Toda Rabba, Shavua Tov. Kol tov.